Bienvenue sur votre magazine Face au pouvoir, votre magazine d'actualité sur les enjeux de l'heure. Rendez-vous de grands esprits et des élites de ce pays, débats et analyses en profondeur. Nous suivrons chaque samedi à 21h10, rediffusion dimanche à 19h et lundi 16h. Face au pouvoir, votre magazine d'actualité sur les enjeux de l'heure. Nous suivre sur notre page Facebook où vous avez l'opportunité de réagir. Bienvenue à vous, merci de nous suivre de partout où vous êtes pour suivre votre magazine Face au pouvoir. Nous parlons aujourd'hui des enjeux sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Vive tension entre Kigali et Kinshasa, quel avenir pour l'est de la RDC. Vous êtes sans ignorer que ce 24 janvier, le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir quant à la provocation de la part du Rwanda qui a lancé une missile à l'endroit de l'avion Sukhoi de FARDC. Cet acte a été qualifié d'agression qui équivaut à un acte de guerre ayant pour objectif de saboter les efforts entrepris dans les accords de Luanda et de Nairobi qui visaient simplement la paix, le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. On se poserait la question, pourquoi cet acte en ce moment où le 31 janvier, ça sera l'arrivée sur le sol congolais du souverain pontife? Pourquoi cette agression intervient en ce moment-ci que nous sommes en train de préparer l'arrivée du pape? Mais pour en parler sur ce plateau, je reçois pour vous une femme, une personnalité politique. Il s'agit de Maître Ernestine Nyoka Kayiba, qui est présidente du CPD, à qui nous disons bienvenue dans ce magazine. Merci Madame Mbumba pour cette précieuse invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Ernestine Nyoka. Je tiens à rappeler, c'est Madame Mbumba Cache-Aurel. Alors nous allons poursuivre. Avant d'aller dans la question sécuritaire, vous êtes président du CPD. On le sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont présidentes de partis politiques. En tout cas, il faut le compter de doigts. Vous êtes présidente d'un parti politique où il y a des hommes. Souvent, les femmes, c'est secrétaire général ou chargé de Ligue de femmes. Cette différence, pensez-vous, peut-on dire qu'au CPD, l'égalité des femmes et des hommes est acquis? Madame, d'abord, je dois vous faire remarquer que on le pense souvent qu'il n'y a pas de parti politique des femmes. Pourtant, l'année passée, nous avons eu à faire une réunion sur invitation des dames qui sont actuellement au gouvernement, qui sont chefs des partis politiques, qui ont eu à nous inviter pour que nous puissions faire un regroupement de femmes chefs de partis politiques. À ma grande satisfaction, ces jours-là, nous avions 25 partis politiques faits par des femmes. Et c'est vrai que lorsque vous lisez la liste sur celle qu'a publié le ministère de l'Intérieur, sur les 700, je crois, 75 partis, il y a effectivement une vingtaine de partis de femmes. Nous ne sommes pas nombreuses, c'est vrai, mais il y a déjà un pas, il y a déjà un début de formation des partis politiques faits par des femmes. En fait, il faut aussi dire que former un parti politique, ce n'est pas une question d'être femme ou d'être homme. Former un parti politique, c'est une question de vision. La vision que l'on a pour gérer la République. Je voudrais quoi? Où est-ce que je sens que les choses sont faites peut-être à moitié? Je peux aussi apporter ma contribution. Où est-ce que moi je réfléchis sur la même vision, mais je peux apporter un plus sur cette vision? Parfois c'est aussi ça. C'est ça aussi, il faut dire, tout le monde n'a pas la même vocation, tout le monde ne sent pas vivre la politique de la même façon. C'est comme ça peut-être que nous trouvons un peu plus les femmes dans les organisations des ONG, des ASBEL, tout ce qui s'occupe de l'aspect développement social, on trouve un peu plus les femmes par là. Mais de femmes leaders, ça existe. Oui, de femmes leaders, ça existe. Il faudra se dire... c'est vrai que l'émission n'est pas consacrée à une émission de femmes aujourd'hui. C'est une émission consacrée aux enjeux sécuritaires, mais n'empêche quand même, vous êtes parmi les femmes qui luttent pour le droit des femmes, qui militent, il faut le souligner. Est-ce que le 33%,
quand vous me dites 25 partis politiques dont les femmes sont présidentes sur 700, est-ce que vous pensez que le 33% accordé à la femme en ce moment-là a été résolu, ou bien le problème c'est la partie gouvernementale, ou c'est la partie le courage des femmes qui n'osent pas faire comme les hommes, les femmes n'osent pas s'affirmer? À qui la faute en ce moment-là? Non, il n'y a pas une faute à attribuer, c'est évidemment ce que j'étais en train de dire. C'est une question de vision, c'est une question d'ambition, c'est une question de vocation. Donc les femmes ne sont pas ambitieuses, il faut le dire. Elles sont ambitieuses. Au-delà de la vision, de la vocation, comme je le dis, il y a aussi une question financière. Quand on regarde l'organisation d'un parti politique, ça demande de gros moyens. Les activités qu'on fait au sein d'un parti politique demandent de moyens. Il y a un sacrifice à faire, parfois sur sa propre vie, parce qu'on voudrait absolument avancer. Bon, maintenant, lorsqu'on le regarde, c'est connu, c'est de notoriété publique, le portefeuille de la femme congolaise par rapport au portefeuille de l'homme congolais, la disparité, la différence est énorme. Les femmes ne sont pas encore arrivées au même point, on va dire, à la même dimension, sinon à la même fourchette ni barre avec les hommes. Hein. Nous ne sommes pas encore arrivés. Alors, mais il y a des volontés, les gens se battent. Celles qui s'organisent, qui ont la vocation, elles se battent pour pouvoir se retrouver. Et même que lorsque vous regardez dans le fonctionnement de nos partis politiques, vous allez vous rendre compte aussi que dans ce que nous nommons comme cadres, ceux qui viennent autour du parti, les femmes ont tendance à rester dans les organisations féminines. Donc, la Ligue des femmes nationale, la Ligue des femmes provinciale, c'est là qu'on retrouve un peu plus de femmes. Mais nous autres, puisque nous avons accepté de créer des partis, nous, on se donne comme devoir, moi, je me donne aussi comme devoir, de créer l'émulation dans la gente féminine de façon à ce que, lorsque nous faisons nos partis, que les femmes soient aussi présentes, pas présentes simplement dans les organisations féminines, mais aussi présentes dans les autres structures du parti. Là, c'est vrai, il y a encore un travail à faire. Alors, parlant de structure du parti, le CPD où vous êtes présidente, ça fait combien d'années que ce parti existe? Est-ce que ce parti est présent en RDC, dans toutes les provinces, ou bien seulement à Kinshasa? Non, le CPD est déjà présent de manière vraiment matérielle dans 13 provinces. Il y a 3 provinces sur lesquelles nous avons commencé un travail parce que les ambitions se sont déclarées. Des personnes qui connaissent, qui aiment notre vision, ont demandé de gérer les provinces à leur profit. Voilà. Nous avons accepté le principe et nous sommes en train de cheminer avec eux des queues pour aplanir, on va dire, l'organisation un peu la meilleure pour qu'ils soient comme les autres partis. Parce que c'est vrai, c'est un parti national, nous sommes à Kinshasa, mais nous ne pouvons pas avoir les bras, les pieds jusqu'à l'intérieur. Par rapport à l'intérieur du pays, ce que nous faisons, c'est le pouvoir que nous donne notre statut. En ce moment-là, si nous avons un animateur qui a certaines capacités, nous le nommons interfédéral. Pour cette province, président interfédéral, et pour cette province, ses camarades se mettent au travail de façon à pouvoir constituer un comité que nous finissons par nommer. Alors nous allons revenir avec une autre question en rapport avec ça, mais vers la fin de l'émission, quand je vais aborder la question en rapport avec l'Union Sacrée. Le CPD fait partie de l'Union Sacrée, à ce que je le sache. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Lorsque nous allons cheminer, nous reviendrons à une question, mais que je pense pour l'instant, je ne la poserai pas. Je la poserai en ce moment-là. Revenons dans le vif du sujet, enjeux sécuritaires à l'Est de la République démocratique du Congo. Madame Ernestine Nyoka, cette guerre, plus de 20 ans, il faut qu'on se le dise. Beaucoup de génocides, beaucoup d'agressions. Jusqu'à ce jour, toujours pas de piste de solution. Selon vous, quelle serait la meilleure option? À la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays, et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc,
Madame, plus de 20 ans, cette guerre existe. Elle existe même, moi je dirais, au-delà de ces 20 ans. Parce que la question de l'Est de la RDC, c'est une question d'ordre économique. C'est une question qui concerne nos richesses minières. Et ce sont des richesses qui sont terriblement convoitées. Convoitées par le pays voisin, convoitées de manière générale par les grandes puissances et les multinationales. Alors, les pays voisins, d'autres avec leur velléité, mais un peu plus avec cette communauté internationale qui souffle au chaud et au froid, est en train d'encadrer certains que pour venir nous agresser. Parce que simplement, c'est la question des richesses. Alors aujourd'hui, vous demandez, y a-t-il avancé ou on est en train de faire du surplace? Moi, je pense que chaque œuvre humaine a ses imperfections. Mais lorsque nous regardons les 4 années du pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a une avancée. Il y a une avancée. Je commencerai d'abord par parler de la question des armes. Nous avions été sous le régime d'un embargo. Tous, nous avons décrié l'embargo. Mais lorsqu'on posait les problèmes, on dit non, 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 la communauté internationale répondait, vous n'êtes pas sous régime d'embargo, il y a simplement une notification à faire lorsque vous devez acquérir du matériel militaire. Les pays, là où on a commandé, doivent pouvoir, on va dire, informer la communauté internationale qu'elle puisse dire, ok, bon, vous pouvez les livrer ou vous pouvez pas les livrer. Je crois que vous avez souvenance que l'année passée, je pense que c'était, si je ne me trompe pas, au mois de novembre, nous avons eu un de nos avions avec la commande du matériel militaire de la RDC cloué au sol de l'aéroport en Turquie. Alors que la RDC a fait ce choix, acheté ces histoires en bonne et due forme. Alors, la bataille aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est une des avancées de la question de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'embargo. Notification, on ne peut plus en parler. La question a été levée. Mais si la question a été levée, parce qu'il y a eu une diplomatie menée par le chef de l'État et son gouvernement, qui a été, on va dire, une diplomatie d'attaque. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui se prononcent pour condamner la question, l'agression rwandaise. C'est la Chine qui s'est rangée derrière nous, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, pour participer à cette demande-là, que cette notification-là puisse être élevée. C'est la France qui, un grand partenaire du Rwanda, qui finalement a cherché à clouer un tout petit peu la RDC. A senti que la pression devenait de plus en plus forte et la France particulièrement dévoilée, qu'elle est en train d'encourager quelque chose d'inacceptable. Parce que les conséquences sur le terrain, vous allez vous rendre compte que la population congolaise de l'Est souffre. Des êtres humains abattus comme des animaux, des êtres humains hachés avec bombes, avec tout ce que nous avons vu comme affaire de terrorisme, des êtres humains, des femmes éventrées, des femmes violentées sexuellement. C'est une souffrance qui, on va dire, n'a pas de mots que pour pouvoir exprimer cela. Parce que nous savons tous que la vie humaine elle est sacrée. Mais comment perdre la vie humaine dans votre propre pays? Vous êtes un État souverain, un État indépendant, mais l'on vient vous agresser. Et lorsque vous regardez l'origine de tout, c'est une origine simplement de nos minerais. Le massacre de Kashiché, à cause du polychlore découvert encore au Nord Kivu, le polychlore qui est un des minéraux qui permet de fabriquer des fusils. Hier, c'était le coltan qui permet de fabriquer les smartphones, les tablettes, tout ce que nous avons là comme téléphone. Mais davantage, on découvre des minéraux. Pas plus tard, je crois que la semaine passée, on a découvert encore des espèces de pierres. Lorsqu'on met un petit fil dessus, ça dégage de l'électricité tout à fait naturelle. La lampe s'allume. Et donc, la RDC
réservoir des richesses, la RDC enviée. Alors, je disais que la diplomatie a joué. Parce que l'embargo a fini par dire son dernier mot. Aujourd'hui, nous pouvons acquérir du matériel. Je dirais encore, dans le cadre de cette avancée, bien que les choses ne soient pas encore très parfaites, parce que hier, nous avons quand même décrié la bombe qui a été larguée sur la population qui était dans une église méthodiste au Nord Kivu. On a mis une bombe et beaucoup de gens ont perdu leur vie. Mais il faut voir de quelle manière ces gens ont perdu leur vie. Et donc, c'est vous dire que nous avons une administration militaire. L'administration militaire dans ces provinces, Ituri et Nord Kivu, par des choses, des dispositions constitutionnelles sur l'état de siège. L'état de siège a pu quand même essayer de juguler un peu un certain nombre de problèmes. Je dirais que lorsqu'on regarde, peut-être les résultats sur Ituri est encore beaucoup plus frappant que les résultats sur le Nord Kivu. Alors, qu'est-ce qui fait cette différenciation? C'est dû à quoi? C'est le même état de siège décrété dans toute la partie Est, mais qu'est-ce qui fait que l'autre ait plus d'avancée que le Grand Nord? Sans trop me tromper, je pense qu'en Ituri, il y a les forces qui ont pu entrer en RDC, qui se sont organisées. Les forces de la CAC qui ont... Non, pas les forces de la CAC. Les agresseurs qui sont entrés en RDC ont trouvé aussi un terrain d'entente avec certains Congolais, je crois, le mouvement qu'on appelle le Codeco. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de reddition de ces éléments armés, de ces milices armées qui se rallient un peu à la force, on va dire, à nos FARDC. Ils se remettent entre leurs mains et ça permet d'avancer et ça permet aux différentes populations de rentrer dans leur village d'origine. Mais cette différence s'est faite aussi parce que si vous prenez en balance les richesses en Ituri, les richesses au Nord Kivu, le Nord Kivu, c'est un réservoir énorme. Et donc, les regards de nos agresseurs, de ces multinationales et de ces occidentaux qui pensent que la RDC n'a pas droit de consommer ces richesses à sa façon, sont tournés un peu plus sur cette province-là. Oui. Mais il y a du travail qui s'est fait. Madame et donc, on va prendre en compte l'état des sièges, on va prendre en compte la question des choses, de l'embargo qui a été levé, on va prendre en compte la mobilisation générale que le chef de l'État avait lancée. Aujourd'hui, nous avons nos jeunes, 30 000 jeunes enrôlés, qui acceptent d'entrer dans l'armée et dont l'État congolais lui-même prend des moyens, il met dessus pour que ces jeunes-là puissent être réellement encadrés. À ce stade, est-ce qu'il ne faut pas convoquer la guerre, simplement contre le Rwanda? Que les choses avancent. Moi, en tant qu'acteur politique, vous ne pensez pas? Les missiles, ou la missile, ou projectile qui est tombé sur notre avion de chasse, l'avion Sukhoi, de manière assez, on va dire, assez sentimentale. Je vais dire, il faut qu'on aille en guerre contre le Rwanda. On ne peut pas nous attaquer de cette façon. Nous savons, nous tous, nous avons vu par où est sorti ces projectiles. Mais je crois que, au-delà de nos états d'âme, il faut pouvoir peser. Qu'est-ce qui serait plus dans l'intérêt de nos populations? Qu'est-ce qui serait plus dans l'intérêt de l'État lui-même? Parce qu'il faut conjuguer ces efforts, parce que nos populations de l'Est ne sortent pas simplement ex nihilo d'eux-mêmes. Ils sont entourés d'autres choses, provinces aussi. Je pense qu'il faut pouvoir peser les deux que pour arrêter une stratégie. Mais la stratégie est arrêtée, madame. Moi, je dis toujours, comme je l'ai fait dans ma déclaration, je crois, d'avant-hier, le gouvernement doit prendre le problème à bras le corps. Il ne faudrait pas que nous restons dans le système de plaintes. Mais bien au contraire, nous devons prendre une décision de taille qui doit énerver le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons compris que le Rwanda est énervé. Kagame est énervé, le président Kagame. Pourquoi est-il énervé? Il devait se retrouver avec le président Félix. Au Qatar. Au Qatar. Le président Félix a dit, pas de négociation, je n'y vais pas. Parce qu'il est vrai qu'à l'étape actuelle où sont arrivées les choses, la question de pourparler ne vaut pas son pesant d'or. Nous allons pourparler. Entre-temps,
les M23 continuent ces avancées. N'ont pas encore quitté nos territoires, ne fût-ce que jusqu'à la zone tampon, on leur avait demandé d'avancer. Ils sont toujours là, mais ils continuent de faire leur avancée. Maintenant, nous négocions sur base de quoi? Et je pense que l'état des négociations, ça fait un état de faiblesse. Et le chef de l'État l'a compris. Nous avons avancé avec la diplomatie, nous ne pouvons plus faire un recul et aller aux négociations. Aujourd'hui, il y a une stratégie à mettre en place. Je sais que les FARDC sont au four et au moulin. On ne le dira pas de manière publique pour que le Rwanda ne sache pas ce qu'il faut faire, mais je sais qu'il y aura d'autres stratégies qui sont mises en marche pour que davantage, comme nous avons déjà commencé à prendre les dessus, que les dessus soient réellement pris. Alors, Madame Ernestine Nyoka, vous le savez, comme je l'ai dit à l'entrée de l'introduction de ce magazine, ce 31 janvier, le souverain pontife, le pape François, sera sur le sol congolais, à Kinshasa particulièrement. Est-ce que vous pensez que la venue du pape en ce moment où il règne l'insécurité à la partie Est, ça sera une lueur d'espoir pour la situation sécuritaire de la RDC, d'autant plus que l'on sait que le Vatican est un gouvernement, parmi les gouvernements du monde. Beaucoup de chefs d'État du monde écoutent le souverain pontife. Est-ce qu'à ce stade, on doit se dire que l'arrivée du pape est un lueur d'espoir pour la population qui est meurtrie à l'Est de la République démocratique du Congo? Je pense qu'il faut disséquer le problème en deux. Il faut regarder le côté spirituel et puis il faut regarder le côté, on va dire, diplomatie, organisationnel, pour que nous puissions bénéficier effectivement de cette arrivée du souverain pontife, parce que comme vous l'avez souligné, c'est un homme influent. C'était, on va dire, un gouvernement à part, avec une influence réelle sur les différents États, sur les différents chefs de l'État, et donc le pape a aussi sa part de choses à faire. Du point de vue spirituel, vous me comprenez ce que ça veut dire. Je crois que dans les différentes messes que le pape fait lorsqu'il est aux choses en Italie, à Rome, à la basilique, il a toujours donné une prière, une intention pour l'Est de la RDC. Assez souvent, cela nous a toujours été rapporté. Il y a même des moments où les messes se sont faites avec on va dire, un rituel congolais où nos chants ont été dansés et on a prié pour la RDC. De ce côté-là, c'est ce que j'appelle le volet spirituel. Il a sa raison d'être. Pour ça, nous devons encourager l'arrivée du pape. Le deuxième volet, c'est le volet politique ou diplomatique. Nous pouvons et nous allons bénéficier de l'arrivée du pape, de son apport, de ce qu'il lui peut avoir à dire sur la question de l'Est en RDC. Mais la part nous revient à nous autres, nous de la RDC. Ficelons notre dossier, parce que le pape il a une influence certaine. Ficelons notre dossier, sachant comment pouvoir lui poser le problème par rapport aux réalités. Peut-être qu'il a une réalité, on va dire, communicationnelle, une réalité des livres, une réalité des informations, mais il faut qu'il ait la réalité de ce qui se vit réellement au Congo. Et je pense que les personnes qui peuvent bien ficeler les dossiers, les personnes qui peuvent demander son intervention sur l'une ou l'autre chose, reste notre gouvernement qui doit bien faire les choses. Évidemment, il faut y ajouter aussi, la CENCO doit aussi jouer son rôle. Oui, la CENCO doit jouer son rôle, mais il y a une question qui me revient 62 ans après. Hein, on a commémoré il y a quelque temps la commémoration de nos héros nationaux, Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila. Et la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la RDC est un pays indépendant? C'était le rêve de Lumumba. Ce sacrifice-là, quand il s'est sacrifié pour la RDC, pour le Congo, j'ai dit ça à l'époque, c'était pour voir l'intégrité nationale être au rendez-vous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, 62 ans après, on peut dire que la RDC, elle est indépendante quand il faut chaque fois recourir à l'ONU, recourir à des traités pour trouver la paix en RDC?
Peut-on dire qu'on est déjà indépendant 62 ans après? Ou bien nous Madame, dépendons toujours? il faut faire la part des choses. La RDC est un État indépendant, proclamé comme tel et qui est en train de vivre son indépendance. Ce n'est pas pour rien que nous disons qu'il y a agression. Les voisins nous agressent. On porte atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC parce que nos frontières sont consacrées. Nos frontières, on ne peut plus les bouger. La question de l'indépendance sur laquelle Lumumba s'est battu, que nous avions eu au 30 juin 1960, on ne peut pas revenir sur cette question de l'indépendance. J'aime bien d'ailleurs, lorsqu'on lit certaines lettres de Lumumba, où il écrit « L'histoire du Congo s'écrira par les fils du Congo ». On peut interpréter et dire que l'indépendance du Congo, la souveraineté nationale du Congo ne peut être sauvegardée que par les fils du Congo. Il ne faut pas attendre que le voisin vienne mettre sa main à la pâte. Nous-mêmes, nous faisons quoi? C'est nous qui nous devons être jaloux de notre indépendance. Et au-delà d'être jaloux de notre indépendance, le monde est un village planétaire. L'ONU, les Nations Unies, cette organisation, n'existe pas à cause de la RDC. L'ONU a été organisée, d'où vous verrez qu'il y a, il y a des notions de sciences telles que le droit international humanitaire, le droit international, avec la notion des organisations internationales. Eh bien, ça existe parce que là où il y a 2-3 êtres humains, on va dire 2-3 pays, il y a parfois de friction. Les Nations Unies existent, nous-mêmes RDC, membres des Nations Unies. Chaque État est membre et chaque État a une contribution réelle à donner. Et quand il y a les difficultés dans cet État, ça fait en fait comme, on va dire, un organe, c'est un organe indépendant qui observe, mais quand il y a un problème dans un pays, cet État voit aussi comment créer la calmie. Ce n'est pas parce que l'ONU vient chez nous que nous ne sommes pas indépendants, que nous ne sommes pas un pays souverain. Mais nous remarquons 2 poids 2 mesures, par exemple, dans la guerre de l'Ukraine. Je suis en train d'arriver. Ce n'est pas parce que des pays dans l'organisation de l'Union africaine, dans les organisations régionales, ce n'est pas parce qu'un, 2 pays viennent nous appuyer que nous disons que la RDC a perdu de son indépendance. Nous n'avons pas perdu de notre indépendance. C'est l'indépendance qui est plutôt en train d'avoir quelques coups. Alors, à nous de pouvoir tenir les rênes de la souveraineté et de cette indépendance pour pouvoir aller de l'avant et protéger les populations et leurs biens. En fait, c'est ça le vrai sens. L'ONU, nous nous rendons compte, nous tous, dernièrement avec la question de la représentante des choses de la MONUSCO, des choses des Nations Unies, chez nous avec l'organisation MONUSCO, nous sommes rendus compte aussi que le secrétaire général lui-même, il y a eu des bavures. Des bavures, c'est quoi? C'est que quelque part, il y a une injustice. C'est comme un parent qui ne sait pas tenir, qui ne sait pas donner le même amour à tous les enfants. Ah non, on a attaqué la RDC, ah c'est une force supérieure, même à l'armée, une force supérieure, même nous, les armes viennent d'où? C'est ces histoires, ces injustices sur lesquelles nous devons nous battre. C'est vrai que lorsqu'on regarde comment est traitée la question de l'Ukraine et Russie, comment est traitée la question de la RDC avec le Rwanda, c'est 2 poids 2 mesures. La communauté internationale, on va dire, sort toutes ses griffes que pour pouvoir de mieux en mieux prendre parti pour l'Ukraine et essayer un peu de délaisser la Russie. Les Ukrainiens qui quittent leur pays parce qu'il y a guerre, on voit de quelle façon l'Union européenne les a traités, on voit de quelle façon les Nations Unies s'est organisées pour eux. Ce n'est pas de la même façon que les Nations Unies s'organisent pour nous. Pour nous-mêmes, on va dire que c'est criant. Parce que lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pu, avec son gouvernement, se rendre compte que nous avons des blocs pétroliers, moyennant la loi, voilà comment nous pouvons essayer d'organiser les choses pour que ces richesses puissent bénéficier aux enfants de la RDC.
On a vu un secrétaire d'État des choses des États-Unis, envoyé par le président de la République des États-Unis, qui est pour demander au président de la RDC de laisser les blocs pétroliers parce que vous allez bousculer l'environnement, la biodiversité, toutes ces choses-là. C'est autour, toujours, de ces questions-là. On vous prend pour réservoir, pour venir puiser sur vous, mais on ne vous prend pas, on ne vous considère pas pour ce que le pays peut être avec ses populations. Donc, c'est à nous de plus en plus de nous élever pour que l'on puisse entendre notre voix. C'est comme ça que nous avons apprécié, nous CPD, nous avons apprécié l'attitude du Premier ministre. Lorsqu'il est allé au sommet de la francophonie, photo de famille, non, comme le président Kagame est là, moi, Premier ministre de RDC, je ne suis pas engagé dans cette photo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi lui-même, il faut aller encore à une énième négociation, alors que nous avions des négociations de Luanda ici, les mini-sommets de Luanda, on en a eu avec Nairobi. Nous ne nous mettons pas d'accord ici, mais nous ouvrons encore un autre front. Je crois que c'est cette attitude-là, ce sont ces attitudes qui démontrent que nous sommes des pays indépendants. L'intégrité territoriale de chez nous, nous devons être jaloux de ça et nous sommes en train de nous organiser que pour mettre de l'ordre chez nous. Alors, Madame Ernestine Nyoka, j'allais rappeler que vous êtes membre de l'Union Sacrée, votre parti, le CPD, fait partie de l'Union Sacrée. Et d'ici décembre, nous allons concourir. Mais je voudrais rappeler, si je rappelle cette question, c'est parce qu'en 2018, lorsque c'était la campagne présidentielle, le chef de l'État, à l'époque candidat président, avait promis une fois qu'il serait élu président de la République démocratique du Congo et qu'il allait faire de tout son mieux pour ramener la paix dans la partie Est. L'état de siège a été convoqué par le chef de l'État, il faut le souligner, puisque nous sommes déjà, il faut le considérer déjà dans le bilan. Hein. Le chef de l'État, c'est le commandant suprême des forces armées. Le chef de l'État, la Constitution le souligne encore, c'est lui le garant de toutes les institutions et du bon fonctionnement des institutions. Il ne s'agit pas d'une présence physique du chef de l'État. Il s'agit d'une présence institutionnelle du chef de l'État. Il faut marquer la différence. Parce que c'est le chef de l'État qui dit, pour nos populations de l'Est, nous allons faire des sacrifices. Mais combien d'organisations au niveau gouvernemental n'y a-t-il pas eu que pour sécuriser la population de l'Est? C'est ça l'engagement du chef de l'État. Nous sommes passés à l'état de siège, vitesse supérieure. Pourquoi? C'est ça l'engagement du chef de l'État, pour ne pas voir combien la population va souffrir. Différents sommets, mini-sommets, sur la question toujours de l'Est. Différentes démarches diplomatiques, toujours sur la question de l'Est. C'est une présence institutionnelle. Voilà comment il faut comprendre. Si le chef de l'État ne fait pas d'effort d'être présent à travers toutes ces institutions, à travers les différentes mesures à prendre, en ce moment-là, on dira il a failli à sa mission de garant, de commandant suprême des forces armées. Le chef de l'État s'est même organisé que pour faire d'abord un peu un nettoyage dans l'armée, une partie de nettoyage dans l'armée. Une façon de répondre à cette promesse. C'est pour répondre à cette promesse. Aujourd'hui, il y a la loi de programmation militaire qui est maintenant, qui est fin prêt à être mise en application, alors que nous savons que cette loi a traîné les pieds depuis bon nombre d'années. Mais la loi de programmation militaire, c'est aussi à la recherche des solutions que pour que ceux qui font la guerre, ceux qui sécurisent les personnes et leurs biens, puissent être à même de pouvoir travailler dans une certaine sérénité que pour protéger l'Est. Il s'agit d'une question institutionnelle. Je terminerai en disant plutôt, nous avons aujourd'hui une jeunesse qui a été enrôlée dans l'armée. La mobilisation générale pour augmenter, on va dire, la capacité de nos militaires, de nos forces armées, des éléments combattants, des unités combattantes. Mais c'est toujours à la recherche de la solution, une participation à cette solution pour que la question de l'Est puisse trouver la paix. Il faut comprendre l'engagement du chef de l'État dans ce sens-là.
S'il ne l'avait pas fait, alors on aurait dit, mais il est venu, ben, il fait autre chose. Hein. Sur l'armée, il ne dit rien du tout. Sur la police, les questions de sécurité, il ne dit rien du tout. Alors que la sécurité militaire, la sécurité civile, la sécurité policière, on va appeler les services de renseignement de manière générale, sont à pied d'œuvre que pour pouvoir contrer cette question de l'Est. Donc, c'est une question institutionnelle, c'est une promesse institutionnelle, et de ce côté-là, le chef se défend. Et bah alors, nous continuons notre émission. Bientôt, nous allons cheminer vers la fin. Mais là, je ne pourrais pas vous laisser partir sans vous poser quand même tout ce que nous avons parlé. Quelque part, moi, je me dis, ça fait partie du bilan du chef de l'État. C'est vrai, dans 5 minutes, c'est trop peu pour parler du bilan du chef de l'État en 5 minutes, mais vous pouvez quand même brosser pour nous dire, est-ce que le bilan du président de la République 5 ans après, surtout que la passation du pouvoir a eu lieu ce 24 janvier 2019, aujourd'hui 5 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que le bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi est largement positif ou négatif? Madame, je dirais que le bilan est largement positif en se basant d'abord sur la question des finances publiques. Vous ne pouvez pas gérer une institution, vous ne pouvez pas gérer un pays, comme aussi dans une famille. Vous ne pouvez pas gérer la famille si vous n'avez pas de finances. Vous ne pouvez pas gérer. Hier, le budget de l'État, au plus fort de gouvernements passés, quand on exagère, 5 milliards. C'était là que s'est limitée la mobilisation des recettes. Mais aujourd'hui, nous sommes à une mobilisation des recettes de 16 milliards. C'est vrai. La RDC est un pays immense, la RDC a beaucoup de défis à relever, mais cette avancée, c'est une avancée considérable. Si vous n'avez pas de finances, comment gérer un État? Comment arriver à pouvoir s'occuper des unités combattantes, les militaires, la police, payer les salaires des fonctionnaires? Je pense que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trop de remue-ménage au niveau de fonctionnaires de l'État. Mais il y a quand même des problèmes à ce niveau-là. C'est vrai que le budget est assez élevé, mais le coût du social du Congolais reste encore, même lui-même le chef de l'État l'a reconnu, lors de ces différentes sorties médiatiques devant les deux chambres. C'est pour cela que je suis en train de vous dire... Il y a des efforts à fournir. Il y a encore des efforts à fournir, mais l'on ne peut pas gérer si on ne sait pas maîtriser son budget. Alors, sur cette question du budget national, c'est aujourd'hui, hier, parce que les gens ont l'impression que l'IGF a commencé aujourd'hui. L'IGF n'a pas commencé aujourd'hui. J'aimerais faire une petite parenthèse. Je suis une des filles d'un inspecteur de finances, la première promotion des inspecteurs de finances. Quand vous regardez la loi sur l'IGF, cette institution-là a commencé, a vu le jour en 68. Alors en 68, quand vous regardez les noms des inspecteurs de finances, vous trouvez Nyoka Nicodème, dont mon père. Donc, nous connaissons parce que nous avons grandi comme tels les enfants des inspecteurs de finances. Ça existait. Mais sous Mobutu, une autre forme. Sous Laurent Désiré Kabila, une autre forme. Sous Joseph Kabila, une autre forme. Mais sous le président Félix-Antoine Tshisekedi, on a l'impression que c'est une innovation. Ce n'est pas une innovation, ça existait. Il a simplement redonné les lettres de noblesse à cette institution. Il leur a permis de travailler de manière libre. Parce qu'il faut dire aussi que c'était, lorsqu'on va faire un contrôle quelque part, c'est une entreprise, c'est un ministre, c'est un chef d'institution qui va vouloir négocier, donner ceci aux inspecteurs, donner cela aux inspecteurs, et on étouffe l'affaire dans l'œuf. Mais aujourd'hui, l'inspection générale des finances a les mains libres que pour pouvoir travailler et pouvoir confier les dossiers, quand c'est concluant, le confier à la justice. Madame, c'est une avancée. Parce que les finances publiques, on peut le créer, mais le même finance publique, là, peut vous filer entre le doigt. Ce qu'on appelle le coulage des recettes de l'État. Et donc, l'IGF, en amont comme en aval, est en train de travailler là-dessus. Nous sommes sur une avancée qui est réelle. Hier, c'est les finances publiques de l'État, chaque fois que, en plein exercice, il y a une augmentation, il faut pouvoir rentrer à l'Assemblée pour demander un collectif budgétaire.
une autre loi qui augmente celle-là. Mais hier, c'était plutôt une descente, un budget qui se dégraisse, et on demandait à faire un collectif budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale que pour pouvoir revoir le budget à la baisse. Mais aujourd'hui, nous le revoyons à la hausse. Il faut savoir le reconnaître. Même s'il n'y a pas encore de perfection, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir reconnaître aussi que le système judiciaire aujourd'hui est en train de revêtir d'une autre robe. Nous pouvons nous targuer la main sous la poitrine. Ça fait 28 ans que je suis avocat et donc je sais dire qu'il y a des avancées aujourd'hui. Des avancées aussi parce que, comme nous aimons le dire, les Koulouna, les tout petits, étaient tout le temps devant la justice. Mais ce que nous aimons appeler les Koulouna en cravate, ça ne défilait pas dans le couloir. Mais aujourd'hui, le magistrat se sent libre. Libre d'envoyer son invitation, libre d'envoyer son mandat, libre de convoquer. Qu'il soit même un conseil du chef de l'État. Même si c'était un conseil chef de l'État, même s'il s'agit de tout homme politique, les magistrats ont les mains libres que pour convoquer, que pour inviter à entendre cette personne. Donc le couloir de palais de justice est fréquenté maintenant par toutes les catégories. Hier, on va dire une seule catégorie circulait. C'est une avancée. Une autre avancée, ça fait combien d'années? Je crois que le dernier concours peut dater à la magistrature. Hein? Oui. Le dernier concours peut dater de l'époque de la tolérance zéro avec le ministre Luzo Lubambi. Le dernier concours des magistrats. Combien d'années après? Alors que la République est très grande, la République a besoin des magistrats et que de manière pratique, quand vous allez à l'intérieur du pays, les magistrats sont concentrés à Kinshasa. Les magistrats sont concentrés à Lubumbashi, les magistrats sont concentrés à Matadi, à Goma. Ils restent dans les grandes villes, mais les magistrats, quand vous allez dans le Congo profond, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de magistrats. Et de ce côté-là, il y a une avancée. L'autre avancée, c'est ce que nous appelons l'état de droit, évidemment, qui est compris dans cette justice. Cet état de droit, il faut le dire, ça vaut son prix. Oui, c'est une boîte à Pandore, hein, s'il faut le dire aussi. Mais l'état de droit, justement, c'est là que le bas blesse. L'état de droit, ce n'est pas simplement parce qu'on vous a convoqué en justice. L'état de droit est un tout. Et l'état de droit est compris dans la Constitution. Lorsque vous faites attention, de plus en plus, nos règles constitutionnelles, nous sommes en train d'aller avec les violations. Je crois qu'il faut compter le nombre de cas pour dire « Ah non, non, ils ont violé la Constitution ». Je pense que de ce côté-là, on est un peu plus calme. L'état des droits se constate dans tout. L'état des droits, lorsque vous parlez des nominations, par exemple des femmes, je ne peux pas m'empêcher de parler de nomination des femmes. L'article 14 de la Constitution. Parce que vous êtes une femme. L'article 14 de la Constitution, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Mais aujourd'hui, de plus en plus, cet article est usité. Nous avions vu au gouvernement combien de femmes il y a. Nous avons vu dans les entreprises publiques, les choses avancent. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus au-delà de 30%, que pour atteindre les 50% dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons par exemple, pour la première fois, une institution aussi prestigieuse comme la Banque centrale du Congo, pour la première fois, une femme tient les rênes de la Banque centrale du Congo. Tout ça, ça fait partie de l'état de droit. Madame, on ne le dira pas assez. Même lorsque vous parlez de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement puise sa force, puise sa matière, siège de la matière dans la Constitution. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les études primaires de nos enfants sont garanties. Un parent qui laisse son enfant à la maison, c'est qu'il ne veut pas simplement que son enfant étudie. Maintenant, il va falloir davantage construire davantage construire. Mais lorsqu'on le regarde, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans certaines provinces à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte qu'il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Et donc, il y a une avancée. D'ailleurs, je peux même donner un exemple. L'un des dernières avancées, c'est regarder les Koulouna qui ont été appréhendés à Kinshasa, amenés dans le service national à Kanyama-Kasese, quel est le travail que ceux-là ont fait à Kanyama-Kasese, mais on leur a appris tous les métiers. Maintenant, il y a même, ils sont en train de construire des écoles. Vous voyez un peu la construction des écoles, même par ces jeunes qui étaient délinquants hier, aujourd'hui, qui sont devenus utiles à la société. Tout ça, ça fait partie de l'état des droits. La gratuité de l'enseignement fait partie de l'état des droits. Et la gratuité de l'enseignement est en fait, on va dire, à peu près
une réalité. On va dire à 60%. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants qui avaient très peu d'argent, les enseignants ont quand même quelques primes, ont vu un peu la paie augmenter. Aujourd'hui, les enseignants qu'on appelait NP, non payés, davantage, ils sont en train d'être récupérés. Beaucoup déjà ont été récupérés. Et donc, si on veut parler du bilan, il est impossible de parler d'un bilan négatif. Il est impossible. À moins qu'on ait les yeux fermés. Je viens d'un voyage à l'intérieur du pays. Je suis arrivé dans la province de Kasaï central. C'est vrai, la province est très urbanisée depuis l'époque belge. Elle a des routes suffisamment tracées, mais la plupart des infrastructures ont quand même vieilli. J'étais surprise agréablement de constater des communes populaires, genre on va dire Kasavubu, Ngiringiri, hein, là-bas c'est Landesha, Katoka, Anganza, hein, Alukonga. J'ai trouvé la société Safrimex en train d'enlever toutes les anciennes canalisations faites depuis l'époque belge. Des nouvelles canalisations sont en train d'être faites. Les routes, j'ai trouvé, on était en train de damer que pour pouvoir passer, on va dire, à l'étape supérieure, celle de pouvoir macadamiser. J'ai trouvé des engins, une partie, parce que c'est maintenant que tous les engins sont là, que pour pouvoir faire cette route-là qui vient de l'Angola, qui va désenclaver, qui va aller jusqu'à Mbujimaï, pour pouvoir passer un peu par le Katanga, mais j'ai trouvé que les canalisations de part et d'autre étaient déjà faites et les populations qui étaient là avec qui nous avons pu parler, ils nous disent, voyez, on a mis des croix partout sur ces maisons. C'est un programme, on a déjà choisi, on fait ce qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous devons quitter le lieu, on va nous payer que pour agrandir, faire une grande chaussée, une espèce d'autoroute. 2 voies aller, 2 voies retour. Mais il y a du travail qui est en train de se faire. Et on va mettre ça sur l'aspect de la positivité. De la et de toute façon, étant membre de l'Union Sacrée, vous serez seulement dans le point positif. Je ne vous vois mal aller dans le point négatif qui ont... Non, dans le point négatif... Certainement, peut-être dans le point négatif... On abordera peut-être la question... Dans le point négatif, oui. J'aimerais plaider. Oui. Dans le point négatif, j'aimerais plaider, étant membre de l'Union Sacrée, je sais que je serai écouté. La question d'électricité, j'aimerais plaider pour cette question. Oui. J'ai passé 15 jours au Sankuru, à Lodja. Je n'ai pas vu le courant électrique. Je n'ai vu que des groupes électrogènes, des panneaux solaires. J'ai trouvé la même chose au Kasaï central. Au moins dans ces 2 provinces où je suis allé. Mais alors que nous avons un barrage important qui peut prendre tout le centre, le Grand Kasaï, qui peut prendre une bonne partie sur le Bandundu, hein, l'ancienne grande Bandundu, bien que quand vous êtes dans les chefs-lieux de Bandundu, il y a le courant, mais les autres territoires, non. Hein. Et si ça peut encore prendre une bonne partie, il faut prendre le Katanga, peut-être jusqu'en Zambie, par rapport à ce qu'on nous explique de la capacité du barrage Katende qui doit être fait. Et donc, les questions d'électricité, c'est vrai, elles se posent avec acuité, elles se posent d'une certaine manière à Kinshasa, mais elles se posent avec acuité, plus d'acuité à l'intérieur du pays. Voilà, donc je peux considérer cette SOS comme votre plaidoyer votre mot de fin. Pour que le Grand Équateur soit à 100% éclairé, un plaidoyer pour que la Grande Orientale soit à 100% éclairée, que le centre soit à 100% éclairé et que la partie Kinshasa, Congo central, que toute la RDC soit suffisamment éclairée. Voilà, c'est donc la fin de votre magazine sur la chaîne des institutions. J'espère que vous avez aimé suivre l'intervention de Madame Ernestine Nyoka Kaiba, qui est maître, avocate, si je ne me trompe pas, mais qui en même temps, elle a une autre casquette, en étant présidente du parti CPD, à qui nous disons merci d'avoir répondu à l'invitation de la 3. Merci Madame, le temps a été court. J'aurais voulu davantage pouvoir parler de la question de l'Est. Pour nous,
pour aller aux élections, il faut que l'ex soit sécurisé. Prochainement, nous allons... 2 poids, 2 mesures sur les élections. Les CPD dit non. Nous devons aller aux élections ensemble. Et ça fera la force et nous allons éviter la balkanisation. Voilà, c'était votre mot de fin. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne des institutions, la RTNC 3. C'était votre magazine Face au pouvoir. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Bienvenue sur votre magazine Face au pouvoir, votre magazine d'actualité sur les enjeux de l'heure. Rendez-vous de grands esprits et des élites de ce pays, débats et analyses en profondeur. Nous suivrons chaque samedi à 21h10, rediffusion dimanche à 19h et lundi 16h. Face au pouvoir, votre magazine d'actualité sur les enjeux de l'heure. Nous suivre sur notre page Facebook où vous avez l'opportunité de réagir.